Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse au tout premier début de notre espèce. Jusqu'à aujourd'hui, les artefacts en pierre demeurent les principaux restes qui nous sont parvenus en matière de technologie humaine. L'expression de l'âge de pierre fut inventée à la fin du 19e siècle par l'académicien danois Christian Thomsen à l'origine d'une technique d'étude du passé humain connue sous le nom de classification des trois âges. La base même de cette vision d'étude est d'ordre technologique. Elle s'oriente autour de l'idée de trois périodes ou âges successifs. L'âge de pierre, l'âge de bronze et l'âge de fer. Chacun d'entre eux étant plus complexe sur le plan technologique que le précédent. Vous voulez en savoir plus sur l'âge de pierre? Venez avec moi. L'âge de pierre débute avec les toutes premières productions d'outils en pierre et s'achève avec les premières traces d'utilisation du bronze. Comme les limites chronologiques de l'âge de pierre sont basées sur l'idée de développement technologique plutôt que sur de véritables dates, sa durée n'est pas la même dans différents endroits du monde. La date globale la plus ancienne pour l'âge de pierre est marquée à 2,5 millions d'années en Afrique et la date de fin la plus récente est de 3300 avant Jésus-Christ. Ce qui constitue le début de l'âge du bronze dans le Proche-Orient. De multiples traces suggèrent que la limite chronologique de 2,5 millions d'années concernant la production d'outils en pierre puisse être repoussée encore davantage. La raison vient du fait que la capacité à utiliser des outils et même de les fabriquer n'est pas exclusive à notre espèce. Il existe en effet des études qui ont prouvé que les bonobos étaient capables également d'encailler et d'utiliser des outils en pierre afin de se procurer de la nourriture lors d'expérimentations. Toutefois, il existe des différences entre les outils fabriqués par les singes modernes et ceux provenant des premiers hommes, qui possédaient de meilleures capacités biomécaniques et cognitives et ont de facto produit des outils bien plus efficaces. En fait, les tout premiers outils précédant l'apparition de l'Homo genius est généralement admis que certains des Australopithecines furent les premiers à fabriquer des outils. De plus, certains chercheurs affirment que les tout premiers outils seraient même encore plus anciens, au moins 3,4 millions d'années, bien qu'aucun outil en pierre n'ait été retrouvé. Certains os montrent des traces de striation, ainsi que des gouges retrouvées en Éthiopie, ce qui pourrait signifier que les marques auraient été faites par des outils faits de pierre. Cette hypothèse, toutefois, est loin de faire l'unanimité. Ces mêmes marques ont également été interprétées comme étant le résultat d'une prédation venant de crocodiles ou d'un piétinement causé par des animaux. L'âge de pierre est également divisé en trois périodes différentes. Le paléolithique constitue la plus longue période de l'âge de pierre. Les principales traces sont des restes fossilisés, d'hominidés, d'outils en pierre, ce qui montre une évolution graduelle dans leur complexité. En se basant sur les techniques utilisées et la qualité des outils, on peut ainsi distinguer plusieurs industries de la pierre. La première d'entre elles, il y a 2,5 millions d'années, avec de simples productions de hacheurs et d'éclats. Il y a environ 1,7 million d'années existait une autre industrie lithique, appelée aculéen, et présente une production plus complexe aux formes plus symétriques avec des bords tranchants. Il existe bien d'autres industries lithiques jusqu'à ce que la fin du Paléolithique. Il y a environ 40 000 ans, on assiste à une révolution, et ces industries lithiques, où plusieurs d'entre elles coexistent et se développent rapidement. Autour de la même période, on trouve également les premières traces d'une expression artistique, ornements personnels, peintures rupestres, art mobilier. Le Mésolithique ou âge moyen de la pierre, en termes strictement scientifiques, le Mésolithique commence à la fin de la période connue en géologie sous le nom de Drias récent. L'ultime oscillation froide qui marque la fin de l'ère glaciaire vers 9600 avant Jésus-Christ. La période du Mésolithique s'achève avec le début de l'agriculture. C'est l'ère qui voit les derniers chasseurs-cueilleurs. Parce que l'agriculture s'est développée à différentes périodes dans différentes régions du monde, il n'existe pas de date unique qui marque la fin de la période du Mésolithique. Même dans une région spécifique, l'agriculture n'est pas apparue en même temps partout. Par exemple, l'agriculture s'est développée dans le sud-est de l'Europe vers 7000 avant Jésus-Christ, en Europe centrale vers 5500 avant Jésus-Christ et en Europe du Nord vers 4000 avant Jésus-Christ. Tous ces facteurs contribuent à rendre les limites chronologiques du néolithique floues.
De plus, certaines parties du monde n'ont pas connu le néolithique. Un exemple parmi d'autres, le Proche-Orient, où l'agriculture s'est mise en place vers 9000 avant Jésus-Christ, juste après l'ère glaciaire. Durant la période du Mésolithique, le monde connut d'importants changements à grande échelle. Alors que le climat devenait de plus en plus chaud et les calottes glaciaires étaient alors en train de fondre, certaines zones dans les latitudes les plus au nord s'élèvent alors qu'elles étaient libérées du poids de la glace. En même temps, le niveau de la mer monte, recouvrant les régions les plus basses, causant d'importants bouleversements dans le paysage au niveau mondial. Les îles japonaises furent séparées de l'Asie continentale, la Tasmanie de l'Australie, les îles britanniques de l'Europe continentale. L'Asie de l'Est et l'Amérique du Nord fut, elle, séparée par l'inondation du détroit de Bering. Sumatra fut coupée de la Malaisie par la formation du détroit de Malacca. Vers 5000 avant Jésus-Christ, la forme de continents et des îles était presque la même que celle d'aujourd'hui. Le néolithique, ou âge de la pierre polie, commence par l'introduction de l'agriculture dont les dates de début diffèrent de 9000 avant Jésus-Christ au Proche-Orient, vers 7000 avant Jésus-Christ dans l'Europe sud-est, vers 6000 avant Jésus-Christ en Asie de l'Est et même plus tard dans certaines autres régions du monde. C'est à cette même période que la culture des céréales et la domestication animale font leur apparition. Afin de représenter le profond impact que l'agriculture a eu sur la population humaine, un archéologue australien a popularisé le terme de révolution du néolithique dans les années 40. Il est aujourd'hui admis que l'impact de l'agriculture fut exagéré par le passé. Le développement de la culture du néolithique semble avoir été bien plus graduel que soudain. L'agriculture a amené des changements majeurs dans la façon qu'avait la société humaine de s'organiser et dans la manière qu'elle avait d'utiliser son environnement, incluant le défrichement des forêts, la culture racinière, la culture des céréales qui pouvaient être stockées pendant de longues périodes avec le développement de nouvelles technologies agricoles et d'élevage telles que le labourage, les systèmes d'irrigation. Des techniques agricoles plus intensives permettent d'avoir davantage de ressources alimentaires disponibles pour davantage de gens, davantage de villages et une voie vers une organisation sociale et politique plus complexe. Comme la densité de la population et de ces villages augmentait, ils finissent par évoluer en ville puis en cité. Les outils et armes employés durant l'âge de pierre n'étaient pas faits exclusivement en pierre. Des matériaux organiques tels que des bois d'animaux, des os, des fibres, du cuir, du bois furent également employés. Les restes archéologiques, en revanche, montrent davantage des restes d'objets faits de pierre, car ces derniers sont plus résistants que ceux faits avec des matières organiques, qui se désagrègent bien plus facilement et qui ne peuvent survivre que s'ils sont soumis à des conditions climatiques rares, telles que des températures froides ou bien un climat très sec. D'autres matériaux durables tels que le cuivre et les objets faits en verre ont également survécu. Dans de rares circonstances, des restes de plantes, d'animaux et d'humains ont réussi à survivre parfois sous forme fossile, mais pour d'autres, ils présentent encore des restes de tissus mous qui survécurent quasiment intacts en Sibérie, tels que de nombreux spécimens gelés de rhinocéros et mammouths laineux. L'homme, durant l'âge de pierre, a pu côtoyer différentes espèces d'animaux, dont le Canis lupus, le lion américain, l'ours ou encore le terrible Smilodon fatalis, plus connu sous le nom de tigre à dents de sabre. L'argile est également un autre matériel, trouvé en abondance dans la plupart des restes matériels issus de l'âge de pierre. L'argile peut être modelée sous la forme que l'on désire et cuit pour lui donner leur apparence finale. C'est la naissance de la poterie. De l'argile modelable se trouve facilement, ce qui explique pour la poterie fut inventée indépendamment dans de nombreuses parties du monde, à des époques différentes. Les plus vieilles traces de production furent retrouvées dans un site archéologique connu sous le nom de Odai Yamamoto au Japon. Durant le début du néolithique, vers 8000 avant Jésus-Christ, des fours spéciaux utilisés pour dessécher des graines de céréales et cuire des pains étaient construits au Proche-Orient, ce qui permet à leurs utilisateurs de contrôler le feu et de produire des températures élevées dans un espace restreint. À la base, la poterie était fabriquée grâce à des feux ouverts, mais l'utilisation de fours a permis de nouvelles possibilités de développement.
Environ au même moment, certaines régions en Amérique du Sud connaissent également des développements dans l'art de la poterie. Avec l'introduction de la métallurgie du bronze, l'âge de pierre prend fin. Le bronze est le mélange de cuivre et d'étain qui possède davantage de dureté que le cuivre, de meilleures capacités de moulage et un poids de fusion inférieur. Le bronze peut être employé pour fabriquer des armes, ce qui n'était pas possible avec le cuivre qui était pas assez solide pour supporter les combats. Avec le temps, le bronze est devenu le matériau principal pour les outils et les armes, et une bonne partie de la technique de la pierre devient obsolète, signifiant la fin de l'âge de pierre. Comme on l'a vu, cette idée est venue de Thomson après avoir observé que les artefacts retrouvés sur les sites archéologiques présentaient des régularités en fonction du matériau avec lesquels ils étaient fabriqués. Les outils en pierre étaient toujours retrouvés dans les strates les plus profondes, les artefacts en bronze dans les couches les plus récentes, tandis que ceux en fer se trouvaient tous dans les strates les plus proches de la surface. Des découvertes suggèrent que la technologie du métal aurait été développée bien après celle des outils en fer. Cette classification des trois âges fait l'objet de critiques. Certains académiciens lui reprochent d'être trop orienté sur l'aspect technologique. D'autres considèrent que la succession pierre, bronze, fer ne fait pratiquement aucun sens lorsque l'on l'applique en dehors de l'Europe. Mais malgré ces critiques, ce système est toujours largement utilisé de nos jours. Et malgré ses limites, il reste utile que l'on garde en mémoire qu'il ne s'agit que d'une technique d'étude simplifiée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.